Bonjour, c'est Nathalie. J'anime le blog nataliefossa.com dédié à la parentalité choisie. J'aide les futurs parents et les parents en général à porter le meilleur à leur enfant, que ce soit par rapport à la parentalité bienveillante, la pédagogie Montessori. Aujourd'hui, j'ai décidé de m'attaquer au sujet du coronavirus. Tout simplement pourquoi? Pas parce que tout le monde en parle et que ça fait vendre, mais pour essayer de décortiquer le vrai du faux et de savoir s'il faut s'en inquiéter pour nos familles. Moi-même, je suis maman et je m'inquiète de la bonne santé de ma famille, de ma fille, de ses grands-parents. J'imagine que vous aussi, et c'est pour ça que vous regardez cette vidéo. Alors, j'aimerais aborder ce sujet sur plusieurs points. J'ai pris des notes, je voulais vous apporter des informations qui soient fiables. Le but est justement de ne pas contribuer aux mauvaises informations. Alors dans un premier temps, je vais vous parler de la situation en fait, c'est-à-dire déjà qu'est-ce que le coronavirus concrètement, quels sont les symptômes, comment il se diffuse, quelle est la conduite à tenir. Nous allons aussi voir la situation actuelle rationnellement par rapport aux chiffres, c'est très important, ce qui nous permet à partir de là de dire quelles sont les situations qui peuvent potentiellement être à risque. Justement, quels sont les types de personnes à risque? Est-ce que les bébés, les femmes enceintes sont exposées, puisque ce n'est pas un sujet dont on a beaucoup parlé. Nous allons voir pourquoi les chiffres diffèrent aussi suivant les pays, les taux de mortalité ne sont pas les mêmes. Et enfin, quelles sont les conséquences et la suite qu'il y aura au coronavirus, donc comment, entre guillemets, ça va se terminer. Ce serait donc un virus dérivé du SRAS qui aurait plus ou moins la même origine sur des animaux sauvages, notamment des chauves-souris. Bon, il n'y a pas d'origine formelle du virus, mais a priori étant parti d'un marché en Chine d'animaux sauvages, je crois, il me semble, ou en tout cas d'animaux, la contamination viendrait de là. Les symptômes, alors ce n'est pas du tout une toux grasse avec des crachats, etc. Au contraire, c'est une toux sèche. Donc la toux sèche peut être un symptôme, justement un signe de l'infection au coronavirus. Une forte fièvre, en tout cas avoir de la fièvre. Il faut savoir que tout le monde ne ressent pas les symptômes de la même façon. Vous pouvez être malade asymptomatique, c'est-à-dire que vous avez très peu, voire pas du tout de symptômes et pourtant vous êtes porteur du coronavirus. La conduite à tenir, donc ne vous rendez pas chez votre médecin ou aux urgences, le mieux est d'appeler directement le 15, mais par contre il me semble qu'il y a un numéro spécifique pour le coronavirus. Je vous le remettrai en description de la vidéo parce que je ne l'ai plus en tête. Voilà, donc il faut prévenir et ne pas se déplacer tout simplement pour éviter d'infecter d'autres personnes. C'est une mesure de bon sens. Ensuite, comment se transmet le virus? C'est par les postillons. Il ne peut pas voler comme ça tout seul dans l'air, en fait, c'est tout simplement par le biais de la salive et ensuite du contact, puisque quand vous allez postillonner, vous allez pouvoir prendre des objets, par exemple, qui ont été en contact donc, avec le virus, et donc ça se retrouve sur vos mains. Donc quand vous serez la main à quelqu'un, que vous touchez une poignée de porte, eh bien le virus se retrouve déposé sur ces objets, sur ces surfaces. A priori, sur des surfaces métalliques, le virus survivrait 12 heures. D'où l'importance de bien désinfecter les poignées de porte et surtout aussi de bien se laver les mains en fait avant de passer à table, avant de servir à manger quand vous êtes dans des collectivités, en sortant des toilettes. En fait, déjà ça, ce sont des mesures d'hygiène qui normalement devraient être appliquées dans la vie courante et de tous les jours pour éviter la propagation des virus en règle générale. La situation actuelle par rapport aux chiffres. Je crois que là nous en sommes à peu près à 125 000 personnes infectées dans le monde. Nous sommes aujourd'hui le 13 mars, donc forcément ça va évoluer. En fait, j'ai travaillé là sur des chiffres donnés par la Chine, puisqu'en fait il y a eu 44 000 cas référencés. C'est la plus grosse base en fait finalement d'études qu'on a sur le coronavirus humain. Et donc on va utiliser ces chiffres. Les chercheurs pour l'instant sont toujours d'accord pour dire que dans 80% des cas, le coronavirus serait bénin. Bénin, donc ça veut vraiment dire que ce n'est pas grave. Donc le virus affecte plus gravement les personnes âgées, mais pourquoi? Parce qu'elles ont à la base souvent plus de problèmes de santé, puisqu'en fait ce sont les personnes âgées ayant des problèmes de santé préexistants. Les patients de moins de 40 ans ont un taux de mortalité qui est identique à celui de la grippe. Tout simplement. Ensuite, nous avons par rapport aux patients qui sont plus âgés des taux de mortalité qui là augmentent bien plus. Donc tout ça, ce sont les chiffres pris par rapport au centre de contrôle et de prévention
pour les maladies en Chine. Donc le taux de mortalité ensuite passé à 1,3% pour les personnes âgées entre 50 et 59 ans, à 3,6% pour les personnes entre 60 et 69 ans, à 8% entre 70 et 79 ans, et à presque 15% pour les personnes de plus de 80 ans. Donc effectivement, chez les personnes âgées, il y a un taux de mortalité qui est élevé, il faut le reconnaître, ça c'est certain. Un autre chiffre aussi du coup qui est ressorti, c'est que les patients qui ont des problèmes cardiaques, donc qui ont des maladies cardiaques, ont un taux de mortalité aux alentours de 10%. Pour les personnes qui sont diabétiques, le taux de mortalité est aux alentours de 7%. En gros, comme on est sur un virus qui cause des problèmes respiratoires, quand vous avez, cela met en souffrance en fait le cœur, donc les personnes qui ont des problèmes cardiaques sont effectivement plus touchées au niveau du taux de mortalité. Les personnes qui ont des problèmes justement respiratoires, donc des maladies chroniques comme l'asthme par exemple, ou des BCO, donc bronchite chronique obstruante, forcément, auront forcément un taux de mortalité plus important que des personnes qui sont en bonne santé. Des personnes qui peuvent avoir des immunodéficiences, donc des personnes qui sont atteintes de cancer par exemple et qui sont sous traitement, puisque ça met les défenses immunitaires vraiment à mal. Les personnes qui sont atteintes du sida, en fait toute personne immunodéprimée sera effectivement beaucoup plus à risque en termes de taux de mortalité qu'une personne qui est en bonne santé. Donc 75% des patients chinois qui ont attrapé le coronavirus n'avaient pas de problème de santé préexistant, donc ça peut toucher effectivement vraiment tout le monde. Par contre, le taux de mortalité pour ce groupe de patients qui étaient en bonne santé, qui ne présentaient donc pas de problèmes de santé avant le coronavirus, le taux de mortalité est légèrement inférieur à 1%, ce qui veut dire qu'on est proche des taux de mortalité de la grippe. Il n'y a eu aucun décès pour des enfants âgés de moins de 10 ans dans le recensement des cas en Chine. Et il faut savoir aussi que les enfants de moins de 10 ans représentent moins de 1% des patients. Donc concrètement, pour les enfants, il n'y a quasiment aucun risque lié au coronavirus. La deuxième chose, c'est par rapport aux femmes enceintes. Donc effectivement, est-ce que les femmes enceintes sont en danger? Le fœtus, le futur enfant va venir. Alors par rapport à ça, il y a beaucoup moins d'informations. Il y a le Lancet qui est une revue médicale très sérieuse qui a publié le 7 mars une étude scientifique. Malheureusement, elle n'est que sur 9 femmes enceintes qui ont contracté le coronavirus. Alors peut-être parce que justement, elles aussi, elles n'ont pas vraiment eu de symptômes, ou il y a eu pas une prise en charge qui a nécessité quelque chose de grave, donc qui n'ont peut-être pas été référencées. Donc bref, dans le cas de ces 9 femmes enceintes, il n'y a eu aucune présence de forme sévère en fait du coronavirus et aucun décès. Bon, effectivement, il faut relativiser puisqu'il n'y a eu que 9 cas qui ont été étudiés, mais a priori, pour les femmes enceintes, il n'y aurait pas de risque particulier. Il faut prendre les mêmes mesures de prévention que pour les personnes habituelles, hormis si vous avez des problèmes de santé aussi par ailleurs et que vous n'êtes pas simplement en bonne santé et enceinte. On prend les précautions d'hygiène habituelles qui sont tout simplement de se laver les mains déjà avec du savon. Sachez que si vous mettez du gel hydroalcoolique sur des mains qui ne sont pas lavées, finalement c'est c'est pas vraiment efficace. Il faut que ça soit du dépannage, donc déjà lavez-vous les mains bien entre les doigts, les pouces ici en dessous, voilà, et donc c'est pendant 30 secondes minimum pour que justement que ce soit efficace. Pour ces femmes enceintes, donc elles peuvent être traitées comme n'importe quelle personne. Pour le fœtus, a priori, donc il n'y a pas eu d'informations comme quoi ce virus serait tératogène, donc c'est-à-dire qu'il provoquerait des fausses couches, ni qu'il y aurait des problèmes de malformation, et il n'y aurait pas de transmission de la femme enceinte au fœtus. Donc rassurez-vous, si vous êtes enceinte, normalement, il n'y a pas de risque particulier dans votre cas. Voilà, c'est très important aussi de vous rassurer. Sachez que quand on est stressé et quand on est dans l'angoisse, on favorise aussi la survenue de maladies, dont il est important en ce moment d'appliquer un peu d'humour et de sourire et de continuer justement à vivre, hein, surtout. C'est très important parce que le fait d'être stressé, eh bien, ça augmente aussi votre risque de tomber malade. Donc, pas de risque d'accouchement prématuré, de fausse couche, de transmission de maladie au fœtus par rapport au coronavirus. En tout cas, pour les informations qu'on a
à l'heure actuelle. Alors pourquoi on a des chiffres qui paraissent différents d'un pays à l'autre, puisqu'en fait par exemple au Japon, j'ai vu qu'il y avait simplement en taux de mortalité on n'est qu'à 1%, alors que pourtant la moyenne de la population au Japon est très âgée, on est je crois de l'ordre de 46 ans en moyenne d'âge. Faut savoir que le Japon a un excellent système de santé, et il faut savoir aussi que l'hygiène de vie au Japon, surtout des personnes âgées qui ont conservé en fait leur mode de vie sain, ont, à mon avis, mais c'est même sûr, puisque à Okinawa, donc qui est une île du Japon, ce sont là où habitent les personnes le plus vieux, et surtout qui ont une espérance de vie en bonne santé très très longue. Donc ils ont un taux de mortalité qui est faible, et pourtant ils ont beaucoup de personnes âgées. Leur taux de mortalité est comparable à celui de la grippe pour la population générale, donc en fait pour eux il n'y a pas vraiment d'incidence a priori du coronavirus. A contrario, quand on regarde les USA, là on est pour les informations que j'ai récupérées là au plus près, on est à 5% de taux de mortalité. Alors il faut savoir déjà que l'hygiène de vie des Américains, c'est quand même pas la meilleure du monde, avec toute la malbouffe, le taux d'obésité, de problèmes cardiaques, enfin, voilà, d'hypertension, etc. Et que le système de santé n'est pas non plus classé dans les meilleurs du monde. Notamment aux États-Unis, j'ai vu le cas d'une maison de retraite où le coronavirus est déclaré. Et on a eu de mémoire, c'est plus la moitié, ou au moins la moitié des résidents qui ont été infectés. Et il faut savoir qu'on a eu un taux de mortalité a priori de 30 ou de 40%. Donc, ce qui n'est pas rien, là, c'est vraiment très très important. Mais bon, nous sommes dans une maison de retraite, donc a priori des gens qui sont pas forcément autonomes de rester chez eux, donc pas forcément en bonne santé. Et effectivement, là, il y a eu un gros pépin, là, on peut le dire. Donc ce qui veut dire aussi, ça veut pas remettre en question, mais simplement mettre la lumière sur le fait que l'état général de santé est très important. Il faut savoir que l'espérance de vie en bonne santé aux États-Unis diminue d'année en année. Et justement, d'essayer de maintenir et d'avoir une bonne hygiène de vie, tout simplement pour avoir un bon état de santé général. Ce qui fait que si nous sommes malades, notre corps va avoir tout simplement la possibilité de se défendre. D'où toute l'importance de bien se nourrir, de faire de l'exercice, etc. D'ailleurs, pour les sportifs, il faut dire, des fois les hautes performances peuvent être aussi un facteur de sensibilité, et pour ceux qui ont peut-être la mauvaise idée de vouloir se doper avec des corticoïdes, sachez que ça diminue votre immunité. Si vous prenez des corticoïdes, je vous conseille, si vous pouvez vous en passer, si ce n'est pas dans le cadre d'un traitement d'une maladie actuelle, d'arrêter. Chose aussi, c'est qu'il y a eu quand même des professeurs qui sont spécialistes du domaine, qui se sont exprimés sur le sujet. On a eu au tout début le professeur Raoult, qui est un infectiologue reconnu, même au-delà de la France, hein, même au niveau européen. Nous avons aussi le professeur Gilbert Deray de la Pitié-Salpêtrière, encore un virologue au CNRS, Bruno Canard. Pour eux, c'est le danger, finalement, c'est pas tellement la maladie, c'est qui est en train de se passer autour de toute cette, entre guillemets, psychose. Gilbert Deray, je vais me permettre de le citer, expliquait quand même que depuis 30 ans, dans son observatoire hospitalier, j'ai vécu de nombreuses crises sanitaires, HIV, SRAS, MERS, résurgence de la tuberculose, qui est une maladie bien plus, dangereuse, hein. Bactéries multirésistantes. Nous les avons gérées dans le calme et très efficacement. Aucune n'a donné lieu à la panique actuelle. Je n'ai jamais vu un tel degré d'inquiétude pour une maladie infectieuse, et d'ailleurs pour aucune autre. Et pourtant, je ne suis pas inquiet quant aux conséquences médicales du coronavirus. Donc, il précise qu'il n'est pas inquiet vis-à-vis des conséquences médicales du coronavirus. Bien sûr, il y aura des morts, comme tous les ans, pour la grippe. Rien dans les chiffres actuels sur la mortalité et la diffusion du virus ne justifie la panique mondiale sanitaire et surtout économique. Alors, à moins que le virus mute et qu'on se retrouve avec un truc surboosté, a priori, il n'y a pas grand chose particulière. Faut savoir que pour la grippe saisonnière, c'est vrai que je ne vous l'ai pas précisé au début, et c'était un point important que je souhaitais vous préciser, j'espère que vous êtes encore là à me regarder, c'est que la grippe saisonnière, en France, elle touche entre 2,5 et 6 millions de personnes, et que nous avons entre 5 000 et 10 000 morts par an en France. Donc,
c'est quand même très important, et qu'au niveau mondial, on est entre 290 000 et 650 000 morts par an de la grippe, d'accord? Donc on est loin des chiffres du coronavirus, où là on doit être à peu près à 3 000 ou 4 000 morts dans le monde. Voilà. Par contre, ils s'inquiètent de voir que les gens en fait se battent entre eux, des vols de masques, des vols de gel nettoyant, des rixes pour acheter du papier toilette ou des boîtes de riz ou de pâtes. Donc en gros, qu'est-ce qu'on va avoir demain? La guerre civile? Non, c'est pas très réjouissant pour nos programmes. Voilà, je suis inquiète de cette terreur qui conduit à faire des stocks obscènes de nourriture dans des pays où elle est disponible dans une abondance tout aussi obscène. Voilà, il est inquiet justement pour les personnes âgées qui sont souvent déjà seules et qu'on ne va plus aller voir parce qu'on va avoir peur de les contaminer ou qu'on aura peur d'être contaminé. Et donc elles mourront plus vite, mais seulement de solitude. Voilà. Nous avions l'habitude de ne pas rendre visite à nos parents et grands-parents si nous avions la grippe. Pas de les éviter au cas où pour une durée indéterminée. Il est inquiet que la santé ne devienne un objet de communication belliqueuse et de conflit comme un autre, alors qu'elle devrait être une cause ultime de lutte dans le rassemblement. Je suis inquiet que notre système de santé des gens en grande difficulté soit prochainement débordé par un afflux de malades au moindre signe de symptômes grippales. Bah oui, parce que si des gens débarquent simplement pour une grippe, et qu'il y a d'autres personnes qui, elles, ont besoin de ces soins, notamment en réanimation, qui ont des problèmes d'arrêt cardiaque ou de problèmes respiratoires parce qu'ils ont une pneumonie ou autre, ces gens-là ne pourront pas être soignés. Voilà. Et donc on aura des morts collatéraux, en fait, qui ne seront pas liés directement au coronavirus. Voilà. Donc là, effectivement, comme il y a une couverture assez anxiogène, puisque c'est normal, déjà, ça fait vendre, et puis tout le monde veut savoir ce qui se passe, donc du coup, tout le monde regarde les informations, et en faisant ça, on entretient en fait sa propre anxiété. Donc je vous invite effectivement à rester au courant de ce qui se passe tout de même. Voilà, là on a la fermeture des écoles, donc moi-même je vais être affectée, alors qu'à la base je ne suis pas du tout inquiète. Mais bon, il va bien falloir gérer ça. Simplement, restez informés, vous pouvez regarder 1-2 fois dans la journée, savoir où on en est un petit peu. Mais ne suivez pas des chaînes d'information en continu ou à chercher sur les réseaux sociaux tout le temps des informations sur le coronavirus. Parce que sinon, votre vie, elle va faire que tourner autour de ça. Vous allez être dans un système anxiogène, acidifiant pour votre organisme, et donc en fait, les meilleures dispositions pour justement l'attraper alors que vous voulez vous préserver. Comment va se terminer cet épisode du coronavirus? Il y a plusieurs hypothèses. La première, c'est qu'a priori, le virus n'aime pas la chaleur, et donc dépassé 26-27 degrés, le virus meurt. Donc il est d'ailleurs conseillé de vous exposer au soleil, de boire des boissons chaudes, etc. Une fois que le printemps et l'été va arriver, normalement, on n'aura plus d'épidémie de coronavirus et le virus va mourir tout seul. La deuxième hypothèse qui est possible, c'est que le coronavirus devienne un virus saisonnier au même titre que la grippe et que chaque année, il revienne sous une forme un peu différente. Donc dans ce cas-là, il faudrait s'attendre tous les ans à une épidémie de coronavirus, comme on a une épidémie de grippe tous les hivers. La troisième possibilité, c'est qu'un vaccin soit développé par rapport au coronavirus. En tout cas, je vous souhaite une très bonne journée. Vous pouvez me suivre sur mes réseaux sociaux, Facebook sur ma page Nathalie Fossa, sur Instagram, mon compte Nathalie Fossa blog maman, sur mon blog nathaliefossa.com où vous pouvez vous inscrire à ma newsletter et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.